Voilà. Ok. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié au consentement des personnes accompagnées dans le secteur médico-social. Webinaire qui est en fait une pièce d'un puzzle plus global, d'un projet que soutient la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, ici représentée, et qui va faire l'ouverture de ce webinaire. Je cède d'abord la parole à Hubert Attenon, son président, avant de la remettre à Christian Minet, vice-président et donc président de la commission médico-sociale de la CRSA. Monsieur Attenon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en quelques mots, pour situer la CRSA, c'est la Conférence régionale de santé et de l'autonomie du Grand Est. On traite aussi bien les problèmes de santé en général, hein, tout ce qui touche au milieu médical, mais aussi tout ce qui touche au milieu sanitaire et social. Voilà, c'est un lieu d'expression, de proposition sur les besoins de santé. C'est aussi recueillir les aspirations et les besoins en matière de santé au sens large. J'inclus bien évidemment le médico-social. Nous rendons des avis. En particulier, là, cette année, on va rendre un avis sur le futur programme régional de santé, mais aussi sur le programme d'accès aux soins, régional d'accès aux soins, sur les priorités qu'il faut favoriser pour l'accès aux soins. Donc, nous faisons ça à travers des commissions dont Christian Minet est donc le président de la commission médico-sociale. Il va vous dire un peu de mots sur ce qu'il fait au sein de sa commission, puisque ça vous touche directement dans votre activité. Bon, la CRSA, c'est 8 collèges, hein, c'est des collectivités territoriales, des usagers du système de santé et médico-social, c'est les partenaires sociaux, c'est les acteurs de la cohésion et de la protection sociale, c'est aussi les offreurs de soins et c'est aussi les acteurs de la prévention. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on finance des projets de démocratie en santé. Et je crois qu'aujourd'hui, nous finançons un projet qui est porté par REGECAP, hein, si je ne m'abuse, hein, qui vise à favoriser et à promouvoir le consentement éclairé de la personne accompagnée. Ça fait partie de notre appel à projet que nous développons, qui est accessible à tous, aux associations, aux collectivités. Voilà, l'essentiel, c'est que ça a trait à la démocratie en santé. Nous avons financé également plusieurs choses, des forums régionaux, et maintenant qu'on va départementaliser pour certains d'entre eux, en particulier celui sur le pouvoir d'agir, mais je ne vais pas déflorer le sujet, je laisserai à Christian Minet le soin d'en parler plus avant. Et nous avons financé aussi un guide des usagers du système santé et médico-social qui est en ligne sur le site de l'ARS, et que nous espérons bien sûr traduire en facile à lire et à comprendre. Mais il faut pour cela qu'on le résume, puisque nous avons fait 68 pages, il faut le réduire à 18 ou 15, je ne sais plus exactement, avant qu'il soit traduit. Voilà ce que j'avais à vous dire, et puis je vous souhaite une bonne après-midi et de bons échanges. Merci beaucoup, monsieur Attenon. Et effectivement, on remercie beaucoup la CRSA pour son soutien de ce projet que je vais avoir l'occasion de représenter après. Mais il faut souligner que oui, sans le soutien de la CRSA, ce projet n'existerait pas tout simplement. Donc, on vous est évidemment très reconnaissant. Monsieur Minet, vice-président de la CRSA, je vous cède la parole. Merci, monsieur Marmont. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi, Hubert, pour tes mots de présentation de la CRSA. Comme vient de le préciser Hubert Attenon, la CRSA a à sa disposition quelques moyens financiers qui lui permettent de soutenir des actions qui vont dans le bon sens. Et c'est vrai qu'au titre de la CRSA et de la CSMS, donc la commission de l'offre médico-sociale que je préside, depuis 2016, on a une continuité d'action dans le sens qui nous amène d'ailleurs à être aujourd'hui tous réunis. Dans les années 2016, 2017, 2018, nous avons travaillé sur l'accès aux droits, avec le CREAI d'ailleurs, hein, sur des forums que certains d'entre vous ont certainement connus, qui s'appelaient Droit devant, avec la participation de Patrick Goé, et puis les présentations des
expériences innovantes en matière de droit que toutes nos associations pouvaient présenter. Connaître ses droits, c'est un préalable. Mais une fois qu'on connaît ses droits, on fait quoi finalement? Et ça a été sur la fin du précédent mandat de la CRSA et celui qui est en cours, un travail qui s'est développé sur l'accès au droit, l'autodétermination, c'est-à-dire je connais mes droits, j'ai envie de faire quelque chose, comment je m'y prends, avec quel soutien, en prenant quel risque. Et ça a été là aussi des forums qui ont été délocalisés sur un projet qui s'appelait « Ma vie, c'est moi qui choisis ». Et c'est un projet dont Hubert Attenon vient de préciser qu'il se déclinait sur les 2 ans qui viennent dans tous les départements, de façon à ce qu'on puisse travailler sur ce projet de l'autodétermination qui est important, au plus près du territoire, hein, dans chaque département, là où les associations aussi peuvent travailler ensemble. Et quand est arrivé, puisque nous en avons eu connaissance dans notre région, le guide sur le consentement, alors, de la personne handicapée, là on est plus large, qui avait été travaillé par Madame Baudrillard et l'équipe de Réchécap, c'est vrai que on s'est dit que c'est un travail qui méritait aussi d'être diffusé parce qu'il pouvait intéresser tout le monde. Intéresser tout le monde, pourquoi? Parce que le travail qu'a fait Réchécap, ça a été fait avec les associations et des associations représentatives de toutes les formes de handicap. C'est donc, on ne peut jamais prétendre à l'exhaustivité, mais c'est à la fois un guide qui couvre toutes les déficiences et en même temps qui couvre largement tous les sujets de la vie, tels qu'on peut le voir dans le sommaire du guide. Donc, lorsque ce projet, j'allais dire, de vulgarisation du guide a été proposé à la CRSA, c'est vrai que nous y avons été très favorables parce que ça nous semble un prolongement naturel et important du travail qui a été engagé. Hein. Quand on travaille sur l'autodétermination, on cherche à bien savoir ce qu'on veut faire, on apprend à dire oui, à dire non. Le consentement, c'est une chose où on va encore un peu plus loin, parce que le consentement, c'est dire oui, quand bien même on a la possibilité de répondre oui ou non. C'est donc un choix important qui a été bien préparé. Donc, je pense que la question du consentement arrive vraiment au bon moment. Voilà. Et je suis personnellement très content que ce projet ait été retenu par la CRSA. Je remercie le président Attenon de l'avoir soutenu. Et ben maintenant, au travail. Effectivement, au boulot. Merci à vous, Monsieur Minet, pour votre soutien et vos encouragements. On sait que voilà, la CRSA est effectivement un partenaire pluriannuel sur la question de l'accès aux droits. On a une vraie continuité de travail là-dessus, un vrai partenariat avec les acteurs de terrain et c'est très appréciable. Du coup, quand vous disiez les départements, je vais préciser à ceux qui nous écoutent, sachant qu'on est près de 200 maintenant, qu'il s'agit des départements de la région Grand Est. Car c'est un peu le lot des webinaires. Nous couvrons aujourd'hui presque l'entièreté du territoire national dans les secteurs du handicap, des personnes âgées, mais aussi des professionnels libéraux de santé, des professionnels des soins hospitaliers. Enfin bref, on voit finalement que la question du consentement, l'enjeu du consentement est bien plus large que la seule question des établissements et services médico-sociaux. De mon côté, bien, je vais finalement introduire les 3 interventions qui se succèdent et qui correspondent en fait aux 3 étages du projet que nous avons construit en partenariat entre Réchécap et le CREAI Grand Est. Le premier étage consistait effectivement à rendre accessible un guide qui préexistait, que Réchécap avait construit d'abord auprès des publics, personnes âgées, et ensuite avait reconfiguré ce guide en vue de manière adressée aux personnes en situation de handicap. Et donc, ce guide a été traduit en facile à lire et à comprendre
par le centre ETAP, géré par l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace, représenté aujourd'hui par Alexandra Caspar, et pas que, vous le verrez tout à l'heure. Et donc voilà, étage 1, on s'empare des guides et on les rend accessibles. Étage 2, on le diffuse le plus largement possible, et si 200 personnes sont connectées, 300 s'étaient inscrites et vont recevoir les liens de replay de ce webinaire, vont recevoir aussi, si ce n'est déjà dans vos boîtes mail, le lien pour télécharger directement ces guides en version extensive ou en version Falc, ou les deux, selon vos préférences. Et on vous invite d'ores et déjà à les relayer le plus largement possible. Cet outil est fait pour être diffusé. Le troisième et dernier étage de la fusée, ça sera Jocelyn Parenté qui le présentera. On ambitionne de s'emparer de ce guide pour travailler un peu dans l'esprit du projet EPOP à la construction de formations de pairs formateurs, c'est-à-dire qu'on va proposer dans les départements des sessions de formation dédiées aux personnes accompagnées pour d'abord favoriser leur appropriation des contenus de ce guide, mais aussi et peut-être surtout leur permettre, si elles le souhaitent, de devenir des transmetteuses, de transmettre les contenus à leur tour, donc de devenir finalement les vecteurs de cette émancipation qu'est l'accès au droit et la maîtrise de la notion de consentement. Voilà pour le programme du jour, et on va donc commencer par la présentation du guide sur le consentement des personnes, et je cède la parole à Emmanuelle Baudrillard, directrice de RégéCap. Merci Thibault. Donc, je remercie la CRSA d'avoir accepté ce projet dans sa globalité, j'ai envie de dire, et c'est une belle reconnaissance pour tous les professionnels qui ont travaillé dessus initialement, et puis ça va continuer, donc on est ravis. Donc, en définitive, déjà, je vais vous parler un petit peu de la genèse de comment ça s'est passé, parce que comment RégéCap, qui est un réseau de soins palliatifs et de gérontologie de Champagne-Ardenne, arrive dans cette histoire. Et donc, comme l'a dit Thibault, en 2017, RégéCap a travaillé sur le consentement de la personne âgée. Alors, quand je dis RégéCap a travaillé, c'est-à-dire que des professionnels de la gérontologie avaient une problématique quant au consentement de la personne âgée, et ils ont souhaité y réfléchir. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un groupe de travail qui se met en place, les personnes réfléchissent, et puis cela aboutit ou à un guide, ou à une formation, ou à une journée régionale, peu importe. Ça avait abouti à un guide pour cette fois-ci, donc le consentement de la personne âgée. Et puis RégéCap, de manière régulière, travaille auprès des professionnels du handicap, parce que, on voit bien que la thématique de handicap et vieillissement, forcément à un moment donné se rejoint, que de fait également la thématique personnes en situation de handicap qui nécessitent des soins palliatifs, également aussi cela peut arriver. Et du coup, on avait l'habitude de travailler avec des professionnels du handicap. On avait d'ailleurs fait une journée sur l'accompagnement de la personne handicapée en soins palliatifs en 2016, où des personnes en situation de handicap avaient d'ailleurs témoigné. Ce qui fait que petit à petit, des liens s'étaient créés, et du coup, ce sont les professionnels du handicap qui se sont saisis du guide consentement de la personne âgée et qui sont venus voir RégéCap en disant nous, ce guide il est très bien, mais on voudrait le même pour la personne en situation de handicap, parce qu'il y a des petites choses qui diffèrent, et voilà, on a besoin d'avoir un guide qui touche le handicap. Et c'est comme ça, en fait, que RégéCap s'est dit, soyons fous, allons-y, parce que quand il y a vraiment des demandes qui émanent du terrain, c'est tellement important de pouvoir accompagner les professionnels. Donc, nous sommes partis là-dessus. Donc, le groupe de travail a été pluriprofessionnel, pluristructure, avec des structures du sanitaire, du médico-social, du social, avec des familles qui ont participé à l'élaboration du guide, avec des personnes en situation de handicap. Et du coup, donc ce guide qui s'appelle le consentement de la personne en situation de handicap est à destination des professionnels et des aidants.
Voilà, donc c'est un travail qui a duré presque 4 années, puisque bon, il y a eu la période du Covid et qui nous a un petit peu freinés. En tout cas, ce travail a été alimenté à chaque fois par des intervenants extérieurs qui, voilà, nous ont éclairés. Par exemple, un juge, l'UDAF de la Marne, la MDPH de la Marne nous a aussi éclairés sur certains points, ce qui a permis, voilà, vraiment d'avoir une vision très large dans ce guide, parce que le consentement, c'est tellement vaste que, voilà, donc il y a eu c'était foisonnant, j'ai envie de dire, beaucoup d'idées de part et d'autre. Puis il a fallu après faire des choix. En tout cas, dans ce guide, comme le disait Monsieur Minet, on parle des définitions déjà, du consentement de la personne sous mesure de protection, du consentement au choix du lieu de vie, du consentement aux actes de la vie quotidienne et aussi de la vie sentimentale, très cher à Olivier Garivier, que je salue et qui est là, qui a beaucoup œuvré aussi dans ce guide, qui est aussi allé voir des personnes en situation de handicap pour les interroger et pour vraiment qu'ils participent tous à ce guide. Et puis le consentement aux soins. Donc, véritablement, dans ce guide, vous retrouvez à chaque fois ce que dit la loi, le contexte favorable pour accueillir le consentement et les ressources. Donc, ce guide se veut vraiment être pratico-pratique et on l'utilise quand on en a besoin. Hein, surtout, c'est pas de lire tout ce qu'il y a à lire parce que ce n'est pas ça l'idée. Voilà, et nous, on est ravis du coup qu'il puisse continuer à vivre. Il est parti un petit peu partout au niveau du national, j'ai envie de dire, à l'APF, à l'UNAF, évidemment en lien avec la CRSA qui nous a aussi aidés dans sa diffusion. Ça, c'est sûr que ça a sans doute beaucoup contribué. Et puis, toutes les structures qui avaient participé. Donc voilà, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé parce qu'elles ont été nombreuses à l'élaboration de ce guide. Merci beaucoup, Emmanuel. Et lorsqu'il a fallu traduire ce guide très fourni de manière accessible, en facile à lire et à comprendre, on a rapidement pu se rendre compte que, et c'est le titre de l'intervention, traduire en facile à lire des idées complexes, c'est pas facile. Et donc, pour ça, il nous fallait des experts et c'est pour ça que nous sommes allés chercher le centre étape de l'ADAPI, Papillon Blanc d'Alsace. Alexandra Caspar, je vous laisse la parole. Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce webinaire et aussi de nous avoir confié la transcription du guide. J'aurais souhaité que mon équipe soit là pour parler de comment ça s'est passé, cette transcription. Mais aujourd'hui, les formateurs sont en formation FALC. Ils sont en train de dispenser une formation ailleurs. Donc, comme je souhaitais avoir leurs commentaires, etc., eh bien, on vous a préparé une petite vidéo où des questions leur sont posées pour qu'ils expliquent comment on a fait pour transcrire ce document. Très bien. Donc, je vais lancer la vidéo. Alors, on a rencontré un petit souci technique sur le partage. J'espère que vous entendrez assez bien le son. Si ça n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Tout d'abord, les propos sont sous-titrés, donc vous pouvez les lire. Et ensuite, vous retrouverez également l'intégralité de cette vidéo sur la page du webinaire. Et donc, vous pourrez la revisionner autant que vous le souhaitez. Donc là, j'envoie mon partage. Alexandra, vous me confirmez qu'on le voit bien? OK. Et c'est donc parti. Bonjour, je suis Alexandra Caspar, de l'ADAPI Papillon Blanc. Avec notre équipe, nous avons travaillé à la transcription en facile à lire et à comprendre du consentement. Nous sommes très contents d'avoir eu cette opportunité parce que transcrire en FALC un document sur un tel sujet, c'est le rendre accessible au plus grand nombre. Maintenant, je vais donner la parole à mon équipe pour vous expliquer comment s'est passée la transcription. Laura, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le sujet du consentement est important? Il me semble essentiel de parler du consentement avec les professionnels, mais aussi avec les personnes en situation de handicap, les personnes accompagnées en tous les mêmes fois que tout un chacun, et donc chercher leur accord dans toutes les actions qui touchent à leur vie, eh bien, ça me semble important.
qui soient en capacité finalement de s'exprimer verbalement ou qui s'expriment autrement. Donc, à mon avis, le fil rouge de chaque professionnel médico-social, ça devrait être le consentement. Chercher à connaître les besoins de la personne, ses attentes, ses désirs, mais aussi prendre le temps de la connaître dans sa singularité. Et c'est ainsi, finalement, qu'on lui permet aussi de s'autodéterminer. Comment est-ce qu'on procède pour transcrire un document en FALC? Et quelles sont les règles du FALC? Bonjour, je m'appelle Maëva. Je travaille au centre de formation à étapes de l'ADAPI Action Langue Alsace. Je suis secrétaire et cofondatrice. Je travaille régulièrement sur des relectures de documents FALC. Alors, le FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. Cette méthode permet de simplifier des documents. Cette méthode a été créée plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap intellectuel, mais ça traite un public bien plus large, par exemple pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, des personnes qui ne parlent pas bien le français et des personnes qui ne voient pas bien. On peut l'utiliser pour les documents écrits, pour des vidéos et aussi pour le site internet. Il y a 63 règles à respecter. Je vais vous en parler quelques-unes. Il faut faire un texte aéré et assez grand, donc de l'écriture. Donc, il faut utiliser des photos ou des dessins pour illustrer les textes. Il faut faire des phrases simples, expliquer les mots compliqués. Et la plus importante des règles, c'est de faire participer les personnes en situation de handicap intellectuel qui ont validé le document au FAC. Donc, on est parti de la version simplifiée que vous avez envoyée le client. On a après séquencé selon les chapitres. On s'est réparti avec les différents groupes de relecture, de travail. Donc, eux ont commencé à avancer sur leur partie. Nous, on prenait un petit peu de recul par rapport à ça pour les laisser un peu avancer tout en vérifiant un petit peu où ils en étaient, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Une fois qu'ils ont terminé leurs travaux et qu'on a envoyé une première version, on va dire, on a pu un petit peu évaluer, et qu'on a récupéré les travaux finaux. Après, ce qui a été pour nous un petit peu compliqué et ce qui a demandé du temps, c'est d'arriver à harmoniser les différents travaux. On a essayé d'avoir une cohérence et après, on a fait une relecture finale ici avec une personne accompagnée qui est aussi l'expert du FALC, qui nous a permis d'avoir le guide dans sa version finale pour l'aspect écrit. Et après, tout ce qui était mis en page et visuel, ça a été le travail de notre graphiste au sein de l'association. Comment vous organisez la constitution des groupes de transcription? On a dû tout d'abord identifier les groupes de travail qui pouvaient participer à ce projet. Donc, on a identifié 2 groupes sur le parent et 2 groupes sur le avec des professionnels qui avaient été formés au FALC précédemment. Certains avaient déjà eu l'habitude de travailler sur des traductions de documents FALC. Pour d'autres, c'était une première. Donc, on a aussi tenu compte de ça par rapport à la répartition des différents travaux. On a en fait séquencé le guide, il y avait 6 chapitres, donc on a réparti les chapitres selon les groupes de travail avec leurs habitudes. Comment s'est passé le travail dans les groupes? On décortique le document, on essaie de faire phrase par phrase, on lit la phrase et on essaie de la simplifier et de voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas de la phrase. Moi, c'est vraiment plutôt d'un paragraphe. Parce qu'en fait, il faut une compréhension globale d'un paragraphe. Donc, on le lit, on le relit, on regarde quel mot est difficile à comprendre, on essaie d'en trouver des autres et on l'adapte en fait. Mais c'est vraiment par paragraphe. Ça demande énormément de temps. Il y a après, pour faire un petit paragraphe, environ 3-4 demi-journées. Une fois que le document est à peu près fini, il y a une relecture à faire avec eux pour voir qu'on a simplifié leur correspond. Et ensuite, une fois que le document est fait, il faut rajouter des images. La complexité de la chose, c'est qu'un dessin, une illustration, ne peut pas être interprété de la même manière par toutes les personnes. Et voilà, bien la difficulté de l'exercice, c'est qu'un dessin qui va parler à moi ne parlera pas forcément à une personne accompagnée en fonction de ses propres représentations.
quand je reçois un document, en général, il est déjà traduit en FALC, il est déjà transcrit en FALC. Donc, j'ai déjà un texte brut et simplifié, avec toutes les règles qui nous ont déjà été énoncées. Moi, mon travail, ça va être d'illustrer chaque paragraphe, puisque FALC, on a habilité un paragraphe. Et donc, je vais venir accoler à côté de chaque paragraphe une illustration qui reprend le sens de ce paragraphe. Qu'est-ce qui a été difficile? Tout d'abord, ce qui a été difficile, c'est ce que j'avais du consentement de la personne, de consentement de son projet de vie, de consentement des actes médicaux également, de détermination, on parle de fin de vie. Donc, tout ça fait des sujets sérieux qu'il a fallu aussi expliquer aux personnes un petit peu qui ont participé à la traduction du document. Il a fallu définir ces concepts-là pour qu'elles puissent bien les comprendre et qu'on puisse avoir une traduction qui soit compréhensible. En fait, on va habituer à dire les choses simplement. C'est ça qui est vraiment difficile pour moi. Et du coup, le mot consentement, ça me parle directement, mais pour les personnes, on se rend compte que comment leur explique, en fait, quel mot prendre, comment adapter notre langage, qu'il soit le plus simple possible. Et ce n'est pas une habitude pour nous. Même si on travaille avec des personnes en fait, qui ont des déficiences mentales, on se rend compte qu'écrire simplement, c'est très difficile. Et finalement, je pense que tous les documents de notre vie devraient être écrits en papier. Il a également un petit peu été compliqué, c'était l'harmonisation de tous les documents que nous ont envoyés les groupes de relecture. Voilà, il a fallu trouver une cohérence un petit peu au niveau du style également, pour qu'on ait l'impression que ce soit un document fait par un groupe unique et pas 4 groupes différents qui ont travaillé sur le document. Et après, ce que j'adore aussi, c'est que les personnes sont vraiment fières de ce travail qu'elles ont fait. Et c'est hyper valorisant. Et elles ont besoin d'être valorisées, donc je trouve que c'est chouette. C'est difficile, ça prend du temps, avec tous les accompagnements qu'on a à côté, mais quand on voit après le sourire qu'elles font, et à quel point elles sont heureuses, sympa. Merci à tous de nous avoir expliqué comment on transcrit un document FALC et on se retrouve tout de suite pour le jeu des questions-réponses. Et voilà pour la vidéo. Alors, j'espère que le son a pu passer à peu près correctement et à défaut que vous avez pu lire confortablement. Donc, Alexandra, votre équipe a bien dit et l'expert FALC aussi. Le facile à lire, c'est pas facile à faire. Donc, il a fallu du temps. L'équipe qui a travaillé dessus, le disait, a pointé la satisfaction des personnes sur les livrables. Vous pouvez revenir un peu là-dessus. Est-ce qu'ils se sont emparés un peu de cet outil? Est-ce qu'ils le voient un peu comme leur guide aussi ou... Alors, pour le moment, on attendait aujourd'hui pour diffuser la version finale. On n'a pas encore envoyé au groupe la version finale. On attendait votre validation. Très bien. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros feu vert qui est donné et on sera évidemment preneur des retours de votre équipe sur la manière dont ça se diffuse en interne. Très bien. Je regarde si dans le chat, il y a des questions, mais j'en vois pas trop. N'hésitez pas, donc encore une fois, 200 personnes connectées, un peu plus. Si vous avez toute remarque ou question, ou peut-être même demande, eh ben on suit ça pendant le webinaire et on peut vous répondre en live. Ah, on voit là une qui arrive pour dire bonjour. Très bien. Eh bien, bonjour à vous. Ah, comment peut-on parler avec un masque quand on s'adresse aux personnes handicapées? Pensez aux sourds qui lisent sur les lèvres. Alors, la remarque est vraie. Néanmoins, je me permets de souligner qu'il y avait quand même des sous-titrages et que du coup, j'imagine que le port du masque répondait aux conditions sanitaires du moment. Donc, voilà. Mais vous faites bien de pointer que l'accessibilité, elle est multidirectionnelle. Et c'est vrai qu'en matière de masque, on a vu aussi certains masques qui, justement, laissaient voir le visage et qui permettaient une accessibilité à ce niveau-là aussi. Voilà.
Alors, bon, des autres remarques qui ne sont pas vraiment des questions. Du coup, je vous propose de passer à la suite pour la troisième étape qui n'est pas encore démarrée. Donc, je vous confirme, puisque je l'ai vérifié pendant depuis le début, toutes les personnes inscrites, donc les 300 et quelques personnes inscrites au webinaire, ont dû recevoir dans leur boîte mail un lien vers le téléchargement pour le guide. Ce mail vous dit profitez de ce guide, diffusez-le autour de vous. Enfin, vraiment, c'est un outil open. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous en servir. Par la suite, puisqu'on ne s'arrête pas à cette diffusion, je vous le disais tout à l'heure, on ambitionne d'aller dans les territoires de la région Grand Est, dans chaque département particulier, pour approfondir les travaux autour du guide. Et je cède la parole à Jocelyn Parenté pour nous en dire plus. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Donc oui, l'objectif est, donc Thibaut les a déjà annoncés, hein, de transmettre ce guide et donc de le valoriser, de le promouvoir, puisque le travail, donc, comme on a pu voir dans la vidéo, a pris du temps, a été vraiment de qualité. Et donc, on souhaite aller au plus près des personnes pour présenter ce travail et qu'elles puissent réellement se l'approprier. Donc, deux grands objectifs, le transmettre, le faire découvrir et donc participer à sa promotion. Et le deuxième objectif, donner envie aux personnes qui viendraient sur la formation de devenir eux-mêmes des ambassadeurs, en quelque sorte, de ce guide et leur donner les techniques pour devenir performateurs. Donc, quoi de mieux que les personnes elles-mêmes pour promouvoir ce guide et puis aller le présenter auprès de leurs pairs dans leurs établissements, dans les services ou ailleurs. Donc, nous allons organiser ça, toute cette structuration de formation à partir des prochaines semaines dans les 10 départements du Grand Est au sein de structures partenaires. Donc, on a déjà pris contact avec des structures partenaires sur l'ensemble du territoire qui vont nous mettre à disposition des locaux et les formations seront ouvertes bien évidemment aux personnes en situation de handicap de leur structure, mais aussi des établissements du territoire. Donc, les inscriptions sont libres. On vous expliquera dans un second temps comment s'inscrire. Donc, ces formations se feront sur 3 demi-journées. Pour ne pas que ce soit trop lourd, puisque malgré le fait que le guide soit très compréhensible et d'une manière simplifiée, ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc, on a séquencé cette formation sur 3 demi-journées. Les 2 premières demi-journées seront vraiment sur la présentation du guide par rapport aux 6 différents thèmes qui ont été présentés déjà à 2 reprises. Hein, je les rappelle, les grandes définitions, les actes de la vie quotidienne, les mesures de protection, les soins, la vie sentimentale et le choix du lieu de vie. Donc, on va essayer de décrypter tous ces thèmes-là, de présenter avec le travail qui a déjà été bien simplifié au travers d'un support de présentation vidéo. Que nous avons fait. Donc, on a repris des choses du guide pour que ce soit très, très simple. Alors, on ne l'appellera pas, nous, en facile à lire et à comprendre puisqu'il n'a pas été validé par des personnes en situation de handicap, mais on va l'appeler simplifié. Donc, les 2 premières demi-journées, on va prendre le temps de parcourir tout ce guide, voir s'il y a des choses à réexpliquer, peut-être à imager différemment, etc. Et le 3e temps sera vraiment sur l'appropriation de la technique d'animation, donc l'appropriation et du support de présentation, et puis d'utilisation d'un ordinateur, etc., pour que le support de présentation qui sera fourni à tous les participants de cette formation puisse s'en servir comme mode de diffusion, en fait, comme mode de présentation, s'ils le souhaitent ensuite pour le ramener dans leur établissement et dans les services.
Donc, le support, il a été adapté, comme je l'ai dit. La troisième demi-journée, enfin les 3 demi-journées, de toute façon, sont vraiment basées aussi sur la participation des personnes, que vraiment ça soit vivant et que chacun puisse participer et s'approprier tout ce qui est présenté dedans. Il va y avoir des programmes de formation qui vont être envoyés donc aux différentes directions des établissements et des services. Et on a fait une version aussi simplifiée pour que vous puissiez les diffuser. Alors, quand je dis vous, c'est les établissements et services, directement aux personnes concernées pour qu'ils puissent s'approprier dès le début, en fait, toute la démarche de formation. Et donc, dans ces programmes de formation, il y aura toutes les modalités pour s'inscrire. Alors, peut-être qu'il va y avoir une question sur les personnes ne vont peut-être pas pouvoir se déplacer. Donc, est-ce qu'il y a des professionnels qui vont pouvoir les accompagner? Donc, à cette question, oui, bien sûr, les professionnels pourront les accompagner, mais c'est vraiment une formation, non pas pour les professionnels, mais pour les personnes accompagnées. Donc, les professionnels qui pourraient venir accompagner une personne participant à cette formation seront là pour étayer aussi la participation de la personne et non pas participer en tant que participant à la formation. Voilà, j'ai présenté, je pense, d'une manière très globale les formations. S'il y a des questions, nous sommes là pour y répondre. Alors, de fait, il y en a quelques-unes dans le chat. Une précision, je pense qu'il me permettrait de le citer, puisqu'on l'a déjà fait depuis le départ et qu'il a activement contribué au guide. Il s'agit d'Olivier Garivier, qui est une personne concernée et qui a précisé qu'il avait lui-même fait écho à ses travaux par plusieurs biais. D'abord, il a été interviewé sur France 3 pour faire ça, donc il voulait qu'on le souligne. Je relais donc. Et il l'a également envoyé à l'Élysée et au ministère des Affaires sociales et se félicite d'avoir reçu un accusé réception des documents. Donc voilà, nous, on n'avait pas fait ces démarches ainsi haut niveau, mais merci Olivier de l'avoir envoyé. Merci Olivier. Ensuite, il y a 2 questions de la même personne. D'abord une qui est une question sensible et du coup je vous propose qu'on puisse ouvrir le débat en table ronde là-dessus, puisque cette question concerne le rôle des proches aidants dans le consentement des personnes dépendantes. Voilà. On sait que ça, c'est un sujet qui est sensible parce que les travaux préalables qu'on a conduits sur la question de l'autodétermination ont pu pointer que finalement, les proches aidants étaient fréquemment vus comme plutôt des limites au respect des choix que comme des leviers. Et ça, c'était pour certaines familles, en tout cas, une surprise un petit peu amère, quoi. Donc, en fait, tout l'enjeu autour de ça, c'est d'arriver, je crois, à ce que chacun puisse garder son rôle. Aux proches aidants, on peut se le dire, sociologiquement, les proches aidants sont d'abord des parents, et au sein des parents, des couples parentaux, ce sont d'abord les mères, et ensuite, on est plutôt chez les descendants, et on sait, en tout cas dans les travaux mobilisés à ce sujet, que le rôle des fratries reste numériquement, non pas inexistant, bien sûr, mais moindre par rapport au rôle des ascendants et des descendants. Et bref, là-dedans, la grande difficulté, c'est bien sûr d'être auprès de son proche sans décider à sa place. C'est un enjeu fort. Alors, on a travaillé sur cette question ensemble il n'y a pas si longtemps. Monsieur Minet, j'aurais presque envie de vous donner la parole là-dessus, si vous en êtes d'accord, peut-être avec votre casquette de président associatif, mais puis Emmanuel, que je suis sûr, tu auras peut-être un mot à dire dessus. Aussi. Alexandra également. Bon, voilà, la parole est ouverte, quoi. Je veux bien répondre à toutes les questions, mais excusez-moi, Monsieur Marmont, en même temps que vous parliez, j'avais un coup de fil et je n'ai pas entendu les questions. La question concernait le rôle des proches aidants dans l'aide au consentement des personnes.
Ah oui. Et ça, on a bossé ensemble dernièrement, enfin au sein de votre association, pour se redire que c'était une question épineuse, parce que finalement, nul ne connaît mieux la personne que ses proches aidants, hormis la personne elle-même, bien sûr. Alors, c'est vrai que depuis très longtemps, les parents, les proches interviennent auprès de la personne handicapée dans ses choix médicaux. Parce qu'effectivement, la famille, dans certains cas, est un interprète qui permet à la fois d'expliquer à la personne en situation de handicap ce qui se passe et de quoi elle a besoin, et elle est en capacité de retourner ça vers les médecins, et puis finalement s'instaure un dialogue qui n'est pas habituel, mais qui est souvent, enfin qui est nécessaire et souvent qui aboutit. Et cette question du consentement, c'est vrai qu'après, il n'y a pas que le domaine de la santé où finalement on est le plus souvent sollicité, il y a tous les autres domaines du consentement. Et quand on a et de l'approche avec les familles, et il ne faut pas que les questions relatives au choix de la personne deviennent des enjeux entre les établissements et les familles dont la personne en situation de handicap serait prise comme une balle de ping-pong là, avec des grandes difficultés à faire ses propres choix. Donc c'est vrai que sur toute question, ces questions des choix, des consentements, il y a beaucoup de choses à faire. Et les proches sont quand même une vraie ressource, mais les proches ne sont pas la seule ressource. Et puis en tant que parent, bah, évidemment, hein, on est surprotecteur, on est peut-être un peu, il y a des fois un peu, on limite certainement un peu les choses avec des bonnes intentions. Et puis encore un mot, les périodes de Covid qu'on a traversées et qui ont fait que, dans certains cas, les familles ont été séparées durablement de leurs enfants, même si, ou de leurs proches, même s'il y avait la vidéo, il y avait toutes ces choses-là, des outils comme ceux qu'on utilise maintenant, eh bien, je pense que la période Covid a fait avancer a vraiment contribué à lancer le projet de l'autodétermination, parce que loin de ses parents, il faut bien prendre des décisions, il faut aussi consentir à certaines choses. Et je pense qu'on est bien préparé à aborder ces questions-là tous ensemble. Très bien. Merci, monsieur Vignet. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot en complément, puisque je proposais vraiment d'ouvrir? Moi, en complément, je voulais rajouter notamment le pendant en gérontologie et auprès des personnes âgées, parce que de même, il y a quand même cette histoire de consentement que souvent, trop souvent, on s'adresse plus à la famille parfois qu'à la personne âgée elle-même, et que du coup, il me semble, et bien sûr, la famille est une pierre angulaire, mais qu'il n'y a pas que la famille, et la personne la plus concernée, c'est la personne âgée, exactement, comme la personne en situation de handicap. Et je crois qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre pour que chacun s'y retrouve, et que, moi je parle aussi en tant que soignante, parfois, voilà, on parle avant déjà à la famille, avant d'expliquer à la personne âgée ce qui se passe. Et véritablement, il faut vraiment qu'on remette la personne au centre, puisque c'est elle qui est au centre des préoccupations. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai souvenir de mon ancienne vie de cadre dans un EHPAD, où j'ai la famille d'un résident qui m'a dit « Mais comment ça se fait? Il y a des affaires de dames dans le placard de mon père. » Et en fait, du coup, vraisemblablement, il vivait avec une autre dame de l'EHPAD une belle histoire. Et je lui ai dit que je pensais que sans doute c'était de l'intimité de son papa et qu'il en avait sans doute le droit. Mais vous voyez comme quoi, à quel point, voilà, on veut s'immiscer et non, enfin, il faut laisser la vie se vivre. Absolument. Et pour la laisser se vivre, le mieux est encore de sensibiliser les personnes au fait qu'elles ont le droit de faire les choses et les sensibiliser à l'existence de ces droits et à leur droit de les revendiquer. Alexandra, un mot de complément? Monsieur Attenon aussi, ou Jocelyn? C'est bon?
C'est vrai qu'on a dit pas mal de trucs. Alors, il y a d'autres questions. Puisque tu avais la parole, on peut peut-être continuer. Une dame nous demande si les formations proposées seront dirigées uniquement vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou bien aussi vers les personnes âgées. Eh bien, elles seront déclinées de la même manière dans les EHPAD, alors dans quelques EHPAD de chaque département. Et de la même façon, comme l'a dit Jocelyn, eh bien, on interviendra auprès des personnes âgées elles-mêmes pour travailler avec elles tout le parcours du guide, des choses à réexpliquer. Voilà, donc ça va se faire alors un petit peu plus tard dans le temps, à partir de juin 2023, mais évidemment ça va se faire, et d'ailleurs on est ravis du coup que ça remette du sens véritablement dans le consentement. On espère aussi que sans doute ça va aider les personnes âgées peut-être à reprendre un peu de leurs droits, parce que peut-être que parfois elles n'osent pas ou elles n'osent plus parce qu'elles sont arrivées à l'EHPAD et que parfois c'est bon gré, mal gré, ou c'est parce que ça rassure les enfants. Et donc je pense que c'est donner une vraie place aux personnes âgées également. Donc oui, on le fera et on vous préviendra dès qu'on sera prêt, et avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Raison de plus, je dirais, qu'il va y avoir dans le cadre du CNR un focus mis sur les personnes âgées. Et nous, à la CRSA, on va devoir gérer cela avec l'ARS, hein, et surtout que nous, on est en phase de réflexion sur la bientraitance, qui c'est lié aussi au consentement, hein, quelque part. Bien sûr. Aussi, oui. Bien sûr. Mais oui, absolument. Alors, en écho à ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, on a des témoignages dans le chat qui disent la difficulté qui peut exister en tant que professionnel à gérer les décalages entre les envies. Alors, il est dit là d'une résidente, on ne sait pas de quel type d'établissement, dans son histoire d'amour avec un autre résident, et le refus catégorique, est-il écrit, de son père. Et là, effectivement, on est vraiment au cœur du sujet. Alors, très loin de nous, l'idée de dire que cette question est simple. On a affaire, évidemment, au contraire, à des questions très complexes, parfois des questions d'ordre éthique même. Mais avant l'éthique, il y a quand même les droits. Ces droits inscrits dans de nombreux textes, à commencer par celui de la Charte des droits des personnes handicapées de l'ONU. Donc, c'est bien sur ces éléments-là qu'il convient de revenir. Et après, ça a été dit tout à l'heure, ambition importante pour des idées qui sont complexes. Et là, il y a pas mal d'autres questions dans le chat sur en gros la possibilité qu'on va donner ou pas aux personnes qui sont en situation de grande dépendance, y compris cognitive. L'exemple des enfants et adolescents polyhandicapés est cité. Et donc, c'était notre expert de VLC tout à l'heure qui nous réécrit là sur ce point. Et lui est éduque dans un EEAP apparemment, et nous dit qu'il est très intéressé par la démarche, mais se pose la question de savoir comment on peut faire avec des personnes qui n'ont pas accès au langage oral. Alors, là-dessus, effectivement, notre démarche, nous, là, comme ça, de but en blanc, paraît peu accessible, mais, et c'est un gros mais, on a été plusieurs autour de cette table ronde à voir dernièrement, en l'occurrence au Congrès national de paralysie cérébrale France, voir des personnes plurihandicapées et pour certaines sans langage oral, s'adresser à un public nombreux. À noter que Geneviève Dariussec comptait parmi les membres de ce public. Et donc, on a vu que des personnes qui n'ont pas le langage oral peuvent, avec des moyens de communication alternatifs, porter un propos. Par contre, ces personnes, c'est vrai, présentaient certaines capacités cognitives qui leur permettaient de paramétrer ces outils de communication, enfin de paramétrer, de préparer leur discours sur ces outils de communication alternative. Donc, en fait, c'est très difficile pour nous de dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas a priori.
moi, je vous invite plutôt à vous rapprocher, si vous êtes en région Grand Est, soit de Régecap, soit du CREAI, plutôt du CREAI si on est là dans l'exemple du handicap, mais je pense que la question pourrait se poser de la même manière avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs importants. Et puis qu'on étudie ensemble si une participation est envisageable dans le canevas qui est envisagé. À noter encore, puisque la CRSA soutient le projet, que bien sûr, l'évaluation de ce projet fait partie intégrante du processus dans ses réussites et dans les limites que nous aurons rencontrées. Et on ambitionne bien entendu un projet inclusif au sens le plus large possible. Je ne doute pas qu'on essuiera des échecs. Ces échecs, il faudra qu'on en prenne acte et qu'on remette à la CRSA des conclusions sur ce qui a marché, moins bien marché, et comment on pourrait être en mode pouvoir faire mieux la fois suivante, quoi. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport au consentement, quand je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui avait des vêtements de dame dans son dressing, j'ai envie de dire, j'ai fait le raccourci, mais on s'est questionné en équipe en se disant, est-ce que cette relation est consentie par les deux? Est-ce qu'elle n'est pas dangereuse ni pour l'un ni pour l'autre, etc., etc. Vous voyez bien, à un moment donné, quand on n'est pas sûr du fait que tout le monde soit consentant, des questionnements qui peuvent se poser, se réunir en équipe, y réfléchir déjà dans un premier temps et prendre du recul par rapport à la situation, ça me paraît important. Évidemment, il n'est pas question de mettre en danger les résidents et qu'ils soient abusés de quoi que ce soit. Donc évidemment, il faut toujours être avec beaucoup de précautions auprès des résidents et des usagers pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais souvent, on connaît déjà les résidents qui sont dans nos structures et on voit un petit peu comment ils fonctionnent. Et ça nous aide aussi. Hein, mais impliquer dès le départ la famille dans cela, pas du tout. Alors peut-être qu'à un moment donné, pourquoi pas, peut-être déjà peut-être les prévenir, mais quoique, on n'est pas forcément obligé. Enfin, moi, je parle pour les personnes âgées, bien sûr, mais sinon, voilà. Hein. Une question sur l'âge à partir duquel les personnes peuvent participer à la formation. Jocelyn. Alors, la formation a été pensée et prévue pour plus un public adulte, majeur. Néanmoins, il est tout à fait possible qu'on puisse réfléchir à la question si on a des sollicitations d'établissements accueillant des jeunes. La plupart c'est même pas la plupart, c'est l'ensemble des thèmes qui font partie du guide concernent aussi bien des jeunes que des adultes. Hein, si on prend alors à part les mesures de protection, donc j'en retire un, mais sinon les actes de la vie quotidienne, les soins, la vie sentimentale, le choix du lieu de vie, c'est des choses auxquelles ils vont être confrontés. Et les mesures de protection, quand par exemple, si je prends l'exemple d'un institut médico-éducatif qui accueille jusqu'à 20 ans, et ben quelque part ils en font partie aussi à partir de 18 ans, voire même à partir de 16 ans quand on commence à penser le parcours adulte. Donc c'est des aménagements et on peut envisager en fonction des sollicitations de répondre à la question des mineurs. Oui. Merci beaucoup. Une question de Marie-Françoise Mérès, représentante de l'association Prader Willy France, qu'on salue. Marie-Françoise a, comme toujours, des très bonnes questions qui touchent le cœur de cible et qui constituent directement une des limites de l'action qu'on proposera, puisqu'elle nous demande comment on pense pouvoir toucher les personnes en situation de handicap qui ne sont pas en ESMS. Et la porte d'entrée du projet reste les établissements et services médico-sociaux. Ça n'enlève en rien, Marie-Françoise, tu as raison, le fait qu'il y a des besoins potentiels chez des publics plus larges, y compris ceux qui ne sont pas dans les structures. Maintenant, voilà, on est dans ce projet qui est expérimental, qui va malheureusement, je pense d'ailleurs, pas pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qu'on recevra. Enfin, je les pressens nombreuses, on verra ce que dit l'avenir, mais voilà. Donc, encore une fois, là, j'en reviens à la dimension première marche que constitue ce projet, à l'évaluation qui en sera faite et au retour qu'on en fera à la CRSA ensuite.
Voilà. Ensuite, il y avait des remarques qu'on vous laisse lire qui faisaient écho au débat de tout à l'heure, qui pointaient voilà, notamment les difficultés cognitives. Une personne qui n'a pas inscrit son nom, donc je ne peux pas la nommer, demande si on peut évoquer le guide au sein d'une plateforme de répit. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, évidemment. Dans ou hors des établissements, ce guide a vocation à être diffusé et quel que soit le type d'offre. Ensuite, monsieur ou madame Dott, aurons-nous des témoignages d'expérience de personnes accompagnées ou de professionnels au sujet de la mise en application de ce guide? Ça, c'est exactement le but, puisque si on déploie les formations, ce n'est pas pour systématiquement déployer RégéCap ou le CREAI ces formations, c'est pour faire des formations de formateurs, hein, comme l'a dit Jocelyn Parenté, et que ensuite, eh bien, ce soit les personnes elles-mêmes qui soient les premiers vecteurs du déploiement des contenus de ce guide. Et donc, si on atteint notre but, vous aurez plus de chances d'en entendre parler au travers des personnes elles-mêmes et ou des professionnels qui accompagnent ces performateurs que via nos prochaines prises de parole à ce sujet. Voilà. Est-ce que les personnes accompagnées à domicile seront aussi accompagnées par ces formations, tout en précisant que les outils seront de toute façon utiles aux établissements et services et répondent à plusieurs critères de la nouvelle évaluation. C'est la SRA qui parle et qu'on salue. Les services, de mémoire, on visait prioritairement les établissements, mais j'ai un doute pour tout vous dire. Jocelyn, vous avez ça en tête ou pas? Alors, nous, dans les structures partenaires, on a été voir plus des établissements, mais après, les programmes peuvent être envoyés au service aussi, il n'y a aucun souci. Hein. Oui. Vraiment, l'idée, c'est de proposer au plus grand nombre. Et quand je parle de structures partenaires, je reprécise, hein, puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure, la formation ne sera pas ouverte que aux usagers, aux personnes accueillies de la structure dans laquelle, dans la structure qui va nous ouvrir ses portes pour accueillir la formation. Donc, vous allez recevoir les programmes de formation avec le lieu de la formation et ensuite, vous pourrez procéder aux inscriptions en aidant bien évidemment les personnes qui en auraient le besoin. Donc, les services, oui, tout à fait aussi. Il y a plusieurs questions à nouveau d'Olivier Garivier et Marie-Françoise Mérès, mais pas que, qui disent que les associations ou le cas échéant les personnes elles-mêmes peuvent être des relais pour la diffusion et la pérédance et oui, 1000 fois oui. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, au final, les modalités d'intervention qu'on va proposer vont rester très en deçà de ce qu'il faudrait faire réellement sur le terrain. Mais n'attendez surtout pas d'avoir accès à la formation avant de vous emparer du guide, avant de vous emparer de ces contenus, avant de vous en servir dans soit votre assoce si vous êtes bénévole militant, soit votre établissement ou service si vous êtes professionnel, soit auprès de vos proches si vous êtes personne concernée. Enfin bref, voilà, il n'y a pas un label ni une protection sur cette démarche. Hein. Elle est pleine d'espoir, mais elle se veut en aucun cas exclusive. Et donc Isabelle Vernet, qu'on salue, présidente de Autisme Asperger Ardennes, est-ce que les formations seront dispensées aux associations de parents non gestionnaires? En fait, là, en écho à ce que disait Jocelyn tout à l'heure, les formations s'adressent aux personnes directement concernées et du coup, plutôt personnes qu'aux familles, Isabelle. On prendra le débat ensemble plus tard si tu veux, mais voilà, après, si une personne, par exemple, adhérente d'un GEM souhaite accéder à la formation, nous, il n'y a pas de contre-indication du tout, quoi. Voilà, je
pense qu'on a à peu près fait le tour. Peut-être un mot de notre part en commun, Emmanuel, pour remercier à nouveau la CRSA pour son soutien. Oui, merci de votre soutien, vraiment. Et puis, je serais tenté de vous laisser le mot de la fin. Monsieur Minet, Monsieur Attenon. Alors, puisque vous vous arrêtez pas de nous tresser des louanges, je dirais qu'on ne fait qu'être le porte-parole de l'Assemblée plénière de la CRSA. Et moi, je vais vous inviter, parce qu'il y a des fois de tradition à l'intérieur de la CRSA, de présenter les projets que nous avons financés. Et c'est peut-être intéressant, lors d'une CRSA plénière, de venir que vous présentiez à la plénière justement l'aboutissement de vos travaux. Voilà. Et puis, bon, moi, je me félicite de la qualité de ces échanges parce que c'est vrai que ça nous permet, nous, de peaufiner notre réflexion et de peaufiner nos actions. Avec grand plaisir, en tout cas pour venir avec Thibaut présenter ce projet. Absolument. Monsieur Minet. Avec le micro, s'il vous plaît. Je disais, je soutiens la proposition du président Attenon. C'est une très bonne idée de venir présenter ça à la CRSA. Pour le reste, moi, à travers les questions qui ont été posées, je crois que ce qui va se faire, ça répond à une véritable demande. On voit que c'est des questions concrètes, comment ça va se passer, qui l'aura. Je crois aussi, comme ça a été dit, que les associations ont leur rôle dans la distribution, de la diffusion de ce document, de ce guide qui a été fait, et puis de faire connaître aussi, de faire connaître l'initiative qui est mise en place. Non, moi, je me réjouis de la façon dont ça démarre, de l'audience, du webinaire, parce que ce n'est pas évident de réunir autant de personnes sur un sujet comme celui-là. C'est donc c'est un vrai sujet qui intéresse et qui, à mon avis, va trouver des bonnes réponses avec le tandem Régecap Créail. Très bien. Et Monsieur Parenté. Du Créail. Du Créail. Bien sûr. Merci. Eh bien, écoutez, merci à tous. Encore merci à Alexandra Caspar et à l'équipe d'étape de l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace. On espère vous retrouver bientôt sur ces mêmes sujets. Et puis, en attendant, bon courage à tous et bonne suite dans vos projets respectifs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.